Alors abordons maintenant cette deuxième partie, la gouvernance économique mondiale, à l'épreuve de la mondialisation. Premier point, voyons les États qui tendent alors à se regrouper pour mieux résister et s'adapter à la mondialisation qui s'accélère. Alors si vous regardez bien cette carte, en fait, cette carte, vous le remarquez, vous pouvez, c'est la carte anglo-saxonne, mais vous pouvez presque reconnaître certaines unions entre États, et notamment mise en place d'accords commerciaux pour créer ce qu'on appelle des petits A, les organisations régionales. Alors vous reconnaissez la NAFTA, en clair l'ALENA, l'Association de libre-échange nord-atlantique, etc. Donc on voit que, en fait, face à la mondialisation, de plus en plus d'États cherchent à s'organiser entre eux et à mettre en place des organisations régionales de libre-échange. La plus ancienne va être la CE, donc qui se met en place après le traité de Rome de 1957 et qui va devenir, avec le traité de Maastricht, vous l'avez vu en 1992, l'Union européenne. Donc ce modèle qui va être une réussite au départ va être imité ensuite par le Mercosur qui se met en place au début des années 90 et ensuite par l'ELENA en 93-94 au niveau des pays de l'Amérique du Nord. Vous avez d'autres organisations, alors retenez au moins celles qui regroupent les pays d'Asie du Sud-Est, pays asiatiques d'Asie du Sud-Est, qui est l'ASEAN. Donc on voit la mise en place d'organisations régionales à l'échelle de régionales véritablement de certains continents. Deuxième point, eh bien, on voit également la volonté d'organiser entre États des forums internationaux qui passent de 6 États à 20. Alors là, vous avez la photo justement de la conférence de Rambouillet du G6. Et cette conférence, voulue par le président Valéry Giscard d'Estaing, que vous avez ici, français, de réunir les 6 États industrialisés au monde pour trouver une solution à la crise financière, crise économique, auxquelles ces pays sont confrontés à partir du début des années 70. Donc vous avez le Premier ministre japonais, le président des États-Unis qui est Gerald Ford, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand et le président du Conseil italien qui se réunissent en 75 à Rambouillet. Donc G5 qui deviendra plutôt G6 qui deviendra G7 avec l'intégration du Canada l'année suivante. Alors, que retenir justement sur ces principales dates? Donc on l'a vu, 75 création du G6, 6 pays démocratiques les plus industrialisés du monde, 76 le G6 devient le G7 avec l'intégration du Canada. À partir des années 90, la Russie rejoint le groupe et va former le G8. Elle va être exclue en 2014 en raison de la crise en Ukraine. Et on retourne au G7, mais à partir de la fin des années 90-99, c'est le premier élargissement véritablement à l'ensemble des pays émergents pour former le G20 qui regroupe les grands pays industrialisés et les pays émergents. C'est une forme de gouvernement désormais économique mondial qui va être perçue par ceux qui sont exclus bien entendu de ce groupe comme une sorte de club de riches, notamment par tous les groupes altermondialistes qui apparaissent dans ces années 90. Pour autant, les consensus entre ces pays sont rares et ces puissances qui font partie du G20 sont souvent des puissances essentiellement concurrentes, d'où les difficultés de mettre en place véritablement des accords ou plutôt une gouvernance unique à l'échelle mondiale. Alors, vous le voyez, ces pays du G20 sur la carte qui regroupe ces pays industrialisés et ces pays émergents. Vous avez également des pays invités permanents, c'est notamment le cas de l'Espagne, et des pays participants en tant que membres de l'Union européenne, donc c'est tout le reste de l'Union à 25-27 qui éventuellement vont revendiquer une place au sein du G20, mais en tant que pays participants. Bon, troisième point, en fait, on a d'autres organisations qui se mettent en place, on les a évoquées.
ce sont des organisations internationales et d'abord le FMI. Donc le FMI qui apparaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Résumons un peu ce FMI. Le FMI doit aider, son but essentiel doit aider les pays en difficulté et fournir une aide avant tout financière. Donc ce FMI avait été mis en place, je vous ai dit, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour aider à relancer notamment les pays européens qui avaient été largement détruits par le second conflit mondial. Il a perduré et désormais le FMI va aider d'autres pays à l'échelle de la planète. Ça a été le cas notamment des pays du Sud au moment des années 70-80 qui avaient été confrontés à un certain nombre de problèmes et notamment un problème de surendettement. Le FMI va proposer son aide, mais le FMI incarne pour certains la dérégulation financière mondiale. Pourquoi ? Parce que le FMI prête de l'argent, certes, mais prête de l'argent en échange de plans de réforme, de plans d'ajustement structurel assez drastiques, radicaux. En clair, les pays membres du FMI acceptent de prêter de l'argent contre une volonté des pays qui ont accès à cet argent de mettre en place un certain nombre de réformes, et de réformes notamment administratives, réformes qui se traduisent souvent par des réformes de l'État, une déréglementation, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de règles libérales de gestion, privatisation, que ces États essayent de privatiser un maximum d'activités économiques au sein de ces États. Donc en clair que l'État se désengage d'une grande partie de l'économie locale et n'intervienne plus au profit de puissances privées. Et également que ces États ouvrent au maximum leurs frontières et permettent une libéralisation du commerce extérieur. Ces politiques d'aide se traduisent également par une volonté que les États fassent des économies et notamment le baisse du nombre de fonctionnaires de ces États. Donc ces directives sont perçues souvent, notamment par la population qui est confrontée à ces plans d'ajustement qui se traduisent par une crise sociale importante, une montée parfois du chômage, une baisse des salaires des fonctionnaires. Et donc il y a de la part des populations locales une perception de cette aide du FMI comme une volonté de perte de souveraineté des États et donc une ingérence de la part d'un Fonds monétaire international, d'ingérence dans les affaires locales. Bon, alors vous voyez également le droit de vote du FMI. Ce droit de vote du FMI pendant longtemps était dominé par ces pays industrialisés du Nord. Ce n'est plus le cas actuellement. Les grandes décisions, dont l'élection du directeur général, doivent être prises au moins 85% des voix, ce qui confère un veto de fait pour les États-Unis qui, vous le voyez, ont pratiquement 20% du droit de vote. Alors, autre organisme international, c'est le GATT, qui est mis en place en 1947-48, qui a regroupé au départ seulement 23 États, États qui étaient souvent liés aux États-Unis. Ce GATT va, à partir des années 90, devenir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui regroupe 153 États, c'est-à-dire la quasi-totalité des États de la planète. Bon, vous avez des exceptions, notamment la Russie. Cette transformation relance en fait le processus de libéralisation des échanges internationaux. De nombreux pays, en intégrant l'OMC, s'engagent à libéraliser notamment leur économie et à ouvrir leurs frontières. Donc ce qui signifie un renoncement à imposer librement des droits de douane aux marchandises en provenance d'autres pays membres. L'entrée de la Chine en 2001 est une date importante. La Chine intègre l'OMC et marque à cet égard un tournant majeur en ce qu'elle provoque un impressionnant rééquilibrage de l'économie mondiale, la Chine devenant en quelques années le cœur de l'industrie mondiale et une puissance économique majeure mondiale. Par l'intermédiaire de l'OMC, les États peuvent désormais porter plainte
sans passer par les justices des États. C'est un des points de friction pour un éventuel, notamment ouverture d'un marché de libre-échange entre l'UE et les États-Unis actuellement. En fait, les États n'ont plus véritablement leur mot à dire dans certaines négociations. On se tourne vers un arbitrage de la part de l'OMC qui doit régler notamment les problèmes au niveau du commerce et notamment essayer de condamner les États qui mettent en place des barrières à cette liberté de commerce entre États. Alors, deuxième point, on le voit à partir de ce graphique, c'est l'idée que il y a affirmation d'acteurs qui ne sont plus des États. Et on voit la montée en puissance, notamment de grandes entreprises internationales. On avait déjà vu ce graphique. C'est notamment les firmes transnationales, les FTN, qui peuvent représenter, eh bien, quand on regarde leur chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires par exemple de Walmart qui est plus important qu'un pays émergent comme la Turquie. Donc puissance de ces grandes FTN qui sont parfois plus puissantes que certains États. D'un autre côté, certains pays n'arrivent plus à rembourser leurs dettes, c'est le cas du Mexique en 82, de l'Argentine également à partir de 2014. Les FTN défendent leurs intérêts et leur stratégie mondiale, notamment lors du Forum économique de Davos qui se tient chaque année ensuite, qui regroupe justement les dirigeants de ces grandes firmes, mais également les grands, on pourrait dire, chefs d'État qui viennent lors de cette conférence. Et on voit à Davos la puissance du lobbying de ces grandes firmes nationales et qui pèse notamment sur certaines décisions qui peuvent être prises par les États. À l'opposé de ces acteurs que sont les FTN, on a un autre acteur qui apparaît. Eh bien, il faut parler également de la montée de puissance des groupes altermondialistes. Donc altermondialistes qui critiquent la mondialisation à partir de ces années 90 et qui ont créé leur propre forum social. Donc ces groupes altermondialistes. Donc on l'a vu au moment de du forum qui s'était déroulé à Seattle, qui avait été très critiqué par ces groupes altermondialistes. Et ces groupes altermondialistes vont former ce qu'on appelle le forum social mondial, qui va se tenir pour la première fois dans une petite ville à Porto Alegre du Brésil en 2001 et qui va se tenir dans différentes villes du monde à partir de 2006. Et ce forum qui se tient régulièrement vise à être un contre-forum des grandes entreprises internationales, celui de Davos, et critique notamment cette mondialisation libérale et la volonté de mettre une mondialisation plus respectueuse de l'environnement, plus équitable, plus égalitaire. Bon, si on veut en fait continuer, il faudrait évoquer en dernier point la gouvernance mondiale à l'épreuve des dernières crises économiques. Là j'ai mis deux caricatures et une photo de la banque Lehman Brothers pour signifier tout simplement eh bien, l'évolution actuelle et notamment la crise financière de 2008 qui est apparue à Wall Street brutalement à partir de septembre. Donc comment elle est née? C'est le résultat de la fameuse crise de ce qu'on a appelé les subprimes, qui en fait, cette crise des subprimes, en fait, les grandes banques américaines essentiellement avaient prêté de l'argent à des familles avec un taux d'intérêt flottant et à des familles qui rapidement ne pouvaient plus rembourser. Donc on s'est rendu compte que ces banques avaient prêté trop fortement et que du coup de nombreuses familles ne pouvaient pas rembourser, ce qui va entraîner une crise financière majeure, alors qui n'est pas négligeable, étant donné qu'en septembre 2008, la faillite va frapper une banque d'affaires, qui est la banque Lehman Brothers, qui va être la plus grosse banqueroute de l'histoire américaine. Et le FMI va évaluer à 1000 milliards de dollars la dépréciation des actions qui avaient été cotées dans les différentes bourses mondiales. Résultat, cette crise financière va être une crise ensuite économique
qui va se traduire à l'échelle de la planète et qui va nécessiter notamment l'intervention des grandes banques mondiales et notamment des États pour colmater cette crise financière. On évalue 700 milliards de dollars l'aide fournie par les États-Unis et à plus de 1700 milliards d'euros l'aide fournie par l'UE, suivie par des plans de relance économique. On est bien là dans une gouvernance mondiale, les États, les grandes banques des États, notamment la BCE en Europe et la banque du Trésor américain vont être vont être obligés de s'entendre pour essayer de colmater les brèches et essayer de restaurer une certaine stabilité financière et rétablir notamment certaines banques. Donc cette crise financière va être doublée en 2010 d'une crise de la dette publique qui va frapper avant tout les pays d'Europe. Vous les voyez. Vous avez la situation financière de ces pays et notamment situation financière très critique, notamment en raison de la dette trop forte de ces États. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas du Portugal, c'est le cas de l'Irlande, qui ont vu brutalement leur dette s'élever, mais également des pays avec une dette ou un déficit fort. C'est le cas des pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne, mais également la France par rapport à des pays plus viables que sont les pays du nord de l'Europe. Alors, et en fait, à la suite de la crise financière de 2008, il y a eu une hausse du taux d'intérêt brutale, et ce taux d'intérêt va entraîner un endettement très important des États. En 2010, il atteignait 102% du PIB d'un pays comme la Grèce. Elle va s'envoler jusqu'à 160%, et un déficit budgétaire qui va être à hauteur de considérable pour des pays, notamment les pays du Sud, l'Espagne, Portugal, l'Italie, etc. Ce qui va nécessiter l'intervention de la Banque européenne, la BCE, pour aider ces pays en difficulté, mais en contrepartie de cette aide financière, les États prêteurs, et notamment la BCE, va exiger la mise en place de plans on pourrait dire assez drastiques, des dépenses des États. C'est notamment la Grèce qui va être obligée d'élever l'âge de la retraite, qui va diminuer les pensions, qui va également licencier un grand nombre de fonctionnaires, etc. Donc en conclusion, progressivement émerge donc une nouvelle gouvernance de l'économie mondiale, plus adaptée aux défis économiques d'aujourd'hui, qui reflète une nouvelle hiérarchie des puissances. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, cette gouvernance demeure cependant encore très incomplète et donc pas toujours efficace. On le voit avec la crise notamment économique et financière depuis 2008, qui en est le symptôme. L'organisme qui paraît le plus légitime pour cette gouvernance mondiale est l'ONU, mais on voit la faiblesse de l'ONU sur le plan diplomatique, sur le plan politique et encore plus sur le plan financier. Mais les grandes conférences mondiales organisées sont souvent symboliques et sans réforme de fond. Il y en a eu deux, le sommet de la Terre à Rio, mais également l'échec du sommet de Copenhague au niveau de l'environnement. Les FTN, dernier point, représentent une force considérable et ont un réel intérêt à ce statu quo, voire à la détérioration de la situation. On voit que ces FTN ont un rôle de lobbying auprès des États et que ces FTN veulent une plus grande libéralisation des échanges. C'est notamment l'enjeu des négociations d'ouverture d'un grand marché libre et non faussé entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Pour l'instant, les négociations n'ont pas abouti. Voilà, fin de cette leçon.